autoridades, distinguidos invitados. Monsieur Barnier, Monsieur l'ambassadeur, autorités, chers invités. Membres de l'organisation de San Andrés de los Flamencos, nous allons commencer avec un peu de retard, il est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander qu'on vous rende de l'argent employé comme à Renfe, l'entreprise des voies ferrées espagnoles. Et donc c'est la 15e leçon commémorative et nous allons le commencer avec l'hymne à la joie, adopté comme symbole de l'Union européenne, interprété par les violinistes Nina Turbonet et Virginia González Lombort. Je prie aux personnes de vous lever. Galvanizados por esta música. Fascinés par cette musique que nous avons pu écouter. Et il faut considérer que c'est le symbole de l'Union européenne, comme le drapeau aussi. Il est vrai que personne n'est mort pour défendre ces symboles, mais ce n'est pas une raison pour nier leur importance. Nous sommes conscients de la responsabilité qu'implique la transmission des valeurs à l'origine de cette fondation, qui vient de fêter ses premiers 427 années, et aussi de nous occuper des devoirs d'Européens pour contribuer à une Union européenne, une union de plus en plus étroite. Maintenant que les Britanniques ne sont plus là pour l'empêcher,
la Fondation Carlos Amberes a décidé de dicter cette leçon commémorative qui avant a été célébrée par les plus grands dirigeants des institutions européennes et les premiers ministres. Et nous avons donc décidé de l'accorder à Michel Barnier, qui en tant que négociateur en chef de Brexit a réussi à faire cette prouesse d'avoir une unité des 27 pays membres par rapport à ses adversaires. Il va nous expliquer ici les leçons apprises au cours d'une traversée aussi dangereuse et qui a été un succès contre tous les pronostics. Le ministre des Affaires extérieures, José Manuel Álvarez, s'était engagé à présenter Michel Barnier, mais un voyage inexcusable, parce qu'il s'agit de garantir la fourniture du gaz, fait qu'il est à cette heure-ci à Alger. Donc, en son nom, va parler le secrétaire de l'État pour l'Union européenne, notre ami Juan González Barba, à qui je cède la parole. Merci. Bon après-midi, bonsoir à tous. Miguel Ángel, cher Michel. Je présente aujourd'hui rapidement, je représente un homme politique français et européen. Je présente le politique européen exceptionnel que j'ai connu depuis le moment où j'ai accepté mon poste en février de l'année dernière, alors qu'il avait déjà fait la plupart de son travail lors de la négociation avec la délégation britannique. Et pendant cette période, d'ailleurs, de 2016 à 2020, Michel Barnier a laissé une trace incroyable dans sa contribution à l'Union européenne, à l'Europe. Il a été député européen, il a été commissaire de politique régionale, il a été vice-président de la commission à la charge du dossier important du marché intérieur. Mais, comme je le disais, depuis 2016, il a été le chef de négociation en représentation de l'Union européenne pour négocier une chose aussi insolite que la sortie d'un pays membre qui a accepté l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui a été recueilli au traité de Lisbonne, qui a justement, en quelque sorte, recueilli un des articles qui ne faisait pas encore partie de la Constitution européenne. Pendant toutes les réunions du Conseil d'affaires générales, qui est une des 10 formations de l'Union européenne, moi je représentais le gouvernement du Royaume de l'Espagne et je m'occupais du suivi des négociations du Brexit. Et au cours de ces réunions, Michel Barnier nous informait de ces négociations. Et je dois dire que chaque intervention de M. Michel Barnier était une véritable leçon magistrale de politique européenne. Et en outre, une leçon magistrale qui était magnifique, en fait. Et je voudrais résumer les 4 traits principaux de ces interventions qui a laissé un souvenir chez moi, comme chez grand nombre de mes collègues. La première, c'est une connaissance que l'on n'attend pas d'un homme politique des dossiers techniques. Pour négocier le Brexit, il s'agissait de connaître dans le détail tout ce savoir-faire communautaire. Et Michel Barnier, qui avait une expérience précédente dans la Commission, semblait parfois, outre le chef de la négociation, il semblait le chef de l'équipe de négociation, et on dirait presque un chef de service dans n'importe quelle des affaires qu'il touchait. Et là, on voyait aussi la trace de l'homme politique. Il savait nous transmettre qu'est-ce qui se cachait derrière des éléments techniques qui pouvaient parfois avoir avoir l'air non important et qui en fait avaient une importance extraordinaire. D'autre part, il ne s'agissait pas d'une négociation quelconque où le négociateur doit essayer d'anticiper les raisons, les lignes rouges du négociateur qu'il a en face. Ce n'était pas une négociation quelconque,
parce qu'il y avait des circonstances qui entouraient le Brexit où, en quelque sorte, l'intérêt qui semblait immédiat ou évident de l'autre négociateur, eh bien, ce n'était pas le cas par tout ce qui, en quelque sorte, était autour de la décision d'abandonner l'Union européenne. Il y a un autre trait qui était très important de ces interventions de M. Michel Barnier, de sa tâche au cours de la négociation, c'est comme Miguel Ángel l'a dit, et d'avoir su conserver l'unité des 27 pays. Et il a réussi à faire ça grâce à ce qu'on appelle maintenant la méthode Barnier. C'est un mélange de transparence, de dire de manière consistante à tout le monde ce qui était en train de se passer, et en même temps essayer de sauvegarder l'essentiel du secret des négociations, des dossiers les plus sensibles. Avec cela, il a fini une tâche titanique, quelque chose qui n'avait pas de précédent en fait, et c'est quelque chose qui a ouvert pour M. Michel Barnier une place au panthéon des hommes illustres de l'Union européenne. Je crois que c'est un homme qui est au même niveau que d'autres hommes politiques français qui ont laissé leur trace dans le processus de la construction européenne, comme Jacques Delors ou Pascal Lamy. Et sans plus, je cède la parole à M. Michel Barnier. Merci beaucoup. Buenas tardes, el todos. Mais mon espagnol s'arrêtera là. Hein. Et je vous prie de m'excuser. Et du coup, je remercie votre interprète de m'aider à me faire comprendre, même si je vais essayer de parler lentement. Je suis très heureux d'être à Madrid ce soir, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que j'aime l'Espagne et j'aime les Espagnols depuis très longtemps, même si je ne parle pas votre langue. Il y a une proximité entre le français, le savoyard que je suis et votre pays. Il y a même eu un moment une complicité lorsque Barcelone et Albertville ont gagné ensemble l'organisation des Jeux Olympiques de 92, que nous avons réussi et ensemble. Et puis il y a cette longue négociation durant laquelle j'ai pu bénéficier du soutien, de la confiance des deux gouvernements successifs du Royaume d'Espagne, et je ne l'oublie pas. Et puis il y a ce qui est devant nous, les changements nécessaires et la poursuite de ce grand projet de progrès qu'est la construction européenne, et à l'intérieur de ce grand projet, le renforcement que je souhaite de la coopération bilatérale entre l'Espagne et la France, qui n'est pas, de mon point de vue, et je le pense depuis longtemps, à la hauteur de l'histoire, de la culture, de la géographie et de l'économie de nos deux pays. Voilà. Je voudrais, avant de dire quelques mots du Brexit et de mon livre, que je vous encourage à acheter, et pour faciliter les choses, il vient d'être publié en espagnol depuis 15 jours. Voilà. Pratiquement pour le même prix. Hein. Et j'étais hier à Londres et avant-hier à Londres, je vais vous en dire un mot, où il vient d'être publié en anglais. Et il a déjà beaucoup de succès, ce qui n'est pas très étonnant. Mais quelques mots de remerciement, cher président Miguel Aguilar, pour vos mots d'accueil et cette invitation de cette grande fondation Carlos de Amberes. 427 ans, allez-vous dire. Ça, c'est une belle leçon d'humilité. Hein. Et vous remercier, cher Miguel, mais aussi votre équipe, Hélène et Daniel de Bisturia, qui m'ont accueilli et qui ont beaucoup travaillé, et naturellement toute leur équipe. Et puis, je suis très honoré demain d'être reçu par Sa Majesté le roi Philippe VI pour poursuivre cette visite. Mais je sais le rôle qu'il joue ici
dans cette fondation et pour cette fondation. Je salue le ministre Malarska et naturellement les ambassadeurs de Belgique, de Luxembourg, des Pays-Bas, de France, la représentante de l'Union européenne, Angeles. Et puis, vous me permettrez de dire un mot personnel de remerciement à Juan González, qui a été très généreux dans son propos. Mais ça a été pour moi un grand privilège, grâce à la confiance du président de la Commission européenne, à cette époque, de pouvoir animer cette négociation. Et je n'oublie pas cette confiance, et je n'oublie pas la qualité de nos relations humaines et personnelles tout au long de ces années, parce que ça compte beaucoup dans une négociation. Quand je rencontre les ministres, comme tu l'as dit, au Conseil Affaires Générales, ou les parlementaires, que de pouvoir, au-delà de la technique, au-delà de la diplomatie, au-delà de moments difficiles parfois, s'appuyer sur la confiance personnelle. Voilà. Je dois cette mission à Jean-Claude Juncker, qui, au mois de juillet 2016, quelques jours après le référendum organisé par M. Cameron, avec le résultat que l'on connaît, c'était à Varsovie, et nous étions là à un sommet transatlantique de l'OTAN. Et j'ai eu le privilège, à ses côtés, de participer à un entretien passionnant avec le président Obama. Et juste avant cet entretien, Jean-Claude Juncker m'a dit « Est-ce que tu veux être les négociateurs de la Commission pour le Brexit ?» J'ai eu tout de suite le sentiment que je ne pouvais pas dire non et que c'était une tâche historique parce que le Brexit est un événement historique et très grave. C'est pour ça d'ailleurs, je suis très sincère, que j'ai eu l'idée de noter jour après jour tout ce que je faisais et de produire le résultat dans ce livre qui rend compte, comme un journal, de tout ce qui s'est passé, de mes impressions. Parfois, j'y ai ajouté des souvenirs de ma vie d'avant, pour lui donner un côté plus personnel, mais je n'ai pas changé le fond. J'ai simplement raccourci, parce qu'au bout de cette longue négociation, j'avais entre les mains 1700 pages. Alors déjà, c'est long, mais... donc j'ai raccourci, mais je n'ai pas changé le fond. Et j'ai accepté cette mission avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination, sachant qu'elle serait très longue. Elle a été plus longue que je ne le pensais, très difficile. Elle a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais, en raison des comportements curieux quelquefois du gouvernement britannique. Et ça continue, puisque sur plusieurs sujets, ils essayent de revenir en arrière. Ce qui est grave pour le traité lui-même, mais ce qui est encore plus grave pour la confiance dont nous avons besoin entre Britanniques et Européens pour l'avenir. Voilà. Alors je voudrais vous dire quelques mots de cette négociation. Le Brexit, c'est un divorce. Je n'ai pas d'expérience personnelle dans ce domaine, mais plusieurs de mes amis en ont, et tous m'ont dit la même chose. C'est douloureux, c'est compliqué, ça coûte cher, et ça laisse beaucoup de traces. Et donc, telle est la situation du Brexit. À la fin, les gens m'ont dit félicitations pour la négociation. Je ne souhaite pas être félicité, parce qu'on ne peut pas être félicité pour un divorce. Simplement constater que nous avons limité les conséquences grâce à ces deux traités qui représentent 1400 pages chacun, très précis, précisément négociés par M. Johnson et ses équipes,
puisque c'est lui qui était Premier ministre pour la conclusion du premier traité sur le divorce institutionnel et politique, la sortie de l'Union européenne, et c'est lui qui était aussi Premier ministre pour la négociation et la conclusion du deuxième traité pour le deuxième divorce, le divorce économique et commercial. Et donc il connaît parfaitement ces textes. Il les a négociés ligne par ligne, virgule par virgule, phrase par phrase, jusqu'au dernier moment. Et même pour le deuxième traité, jusqu'au 24 décembre à midi. Ce qui m'a valu, d'ailleurs, c'était le dernier coup que m'ont fait les Britanniques, de passer Noël tout seul. Voilà. Le 24 décembre, je n'ai plus eu le temps de revenir retrouver ma femme et mes enfants, et mes deux petits-enfants qui étaient nés pendant la négociation, et auxquels, d'ailleurs, j'ai dédicacé ce que les Britanniques. Et je dis cela parce que, je dis que M. Johnson connaît parfaitement ces textes, parce que ça jette une lumière particulière sur la remise en cause de ces textes, par le même M. Johnson, à propos de l'Irlande ou à propos de la pêche. Qu'est-ce qu'on a fait au moment de ce Brexit? Tout de suite, le Conseil européen s'est réuni et a élaboré des guidelines extrêmement clairs. Nous regrettons cette décision, nous la respectons, nous allons être unis. En étant unis, nous allons défendre les intérêts de l'Union européenne, bâtir un accord avec les Britanniques pour la sortie, et puis bâtir les bases de la future relation. Et après, j'ai essayé de mettre en musique tout cela. L'élément important, je le dis devant toi, parce que tu es au Conseil et aux côtés du président du Conseil espagnol, ça a été que, en quelques mois, après avoir visité chacune des capitales, les 27 capitales, et j'ai été reçu ici par le Premier ministre à l'époque, je suis devenu non seulement le négociateur de la Commission européenne, mais le négociateur du Conseil, et très vite aussi du Parlement. Un seul négociateur pour les trois institutions. Et ça a été fondamental. Ça m'a obligé aussi à mériter cette confiance. Mais ça a été un élément de l'unité fondamentale parce que, comment dirais-je, Juan González, il y a ici des diplomates chevronnés qui savent de quoi je parle. C'est pas nouveau qu'il y ait à Bruxelles des querelles de territoire entre la Commission, le Conseil, des ministres et le Parlement. Des concurrences, des rivalités, parfois des polémiques. Le fait de désigner un seul négociateur pour les trois institutions était fondamental pour l'unité des Européens. Mais ça ne suffisait pas. J'ai toujours pensé que cette négociation était extraordinaire, je vous l'ai dit, et qu'elle méritait une méthode extraordinaire. Et donc j'ai proposé très vite, avec le soutien de Jean-Claude Juncker, contre l'avis de beaucoup de fonctionnaires de la Commission, je ne citerai pas, par charité chrétienne, la transparence. La transparence. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans les négociations commerciales, où la Commission négocie sur un mandat et puis vient rendre compte tous les 3 mois, nous avons décidé de dire tout sur tous les sujets, à tout le monde et au même moment. Tout sur tous les sujets, à tout le monde et au même moment. Et pour mettre en musique cette transparence, on a créé un groupe de Brexit Delegates, 27 Brexit Delegates à Bruxelles, sous l'autorité des ambassadeurs, qui se sont réunis 2 fois par semaine pendant 4 ans, et à qui nous avons tout dit, à tous en même temps, sur tous les sujets de la négociation.
telle sorte que le président du Conseil espagnol, ou le président français, ou la chancelière allemande recevait le jour même une note disant voilà l'état de la discussion tel que M. Barnier ou son équipe nous ont fait le compte-rendu. Et j'ai fait la même chose moi-même au Parlement une fois par semaine, à un groupe de coordination des groupes politiques, présidé au départ par Guy Verhofstadt et ensuite par David McAllister. Et au bout de quelques mois, les pays membres de l'Union se sont aperçus que c'était vrai, qu'on pratiquait cette transparence, que je disais la même chose via les Brexit Delegates à la chancelière allemande et au Premier ministre de Malte, que ce n'était pas une tactique, c'était vrai. Et donc c'est comme ça que s'est créée la confiance. Le fait que vous m'avez fait confiance parce que nous jouions ce jeu de la transparence. Et puis le troisième élément de l'unité, il est paradoxal, il tient à la règle de l'unanimité. Et ça, les Britanniques, ils n'ont pas compris. Je crois toujours qu'ils n'ont pas compris, d'ailleurs maintenant, que ce n'était pas la peine de prendre du temps et de perdre du temps pour nous diviser. Chaque fois que j'allais dans une capitale, il y avait un ministre britannique qui arrivait et un autre qui partait. Et ils ont essayé d'avoir des discussions directes, ce qui était normal avec chaque gouvernement, d'utiliser leur proximité géographique, économique, culturelle, historique avec tel ou tel pays pour tenter d'enfoncer un coin. Mais je leur ai dit plusieurs fois, notamment au premier négociateur britannique, enfin j'en ai eu 4 en 4 ans, en face de moi, un par an. Je leur ai dit, notamment le premier, j'ai dit David Davis. David Davis, je le connaissais déjà avant. Il était déjà anti-européen et moi j'étais déjà européen. Nous étions tous les deux ministres des Affaires européennes pour la France et pour le Royaume-Uni en 95 et 96. Et il était membre, comme moi, du groupe dit groupe Westendorp, d'un nom connu ici, qui préparait la négociation pour le traité d'Amsterdam. Donc il était toujours très anti-européen, il n'a pas changé. Et je lui ai dit, c'est pas la peine de perdre du temps. Il n'y aura jamais une feuille de cigarette, comme on dit en français. Je ne sais pas comment vous dites ça en espagnol. Il n'y aura jamais une feuille de cigarette entre les positions des gouvernements et la mienne, puisque je suis leur négociateur. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous diviser. Et si vous réussissez à nous diviser, il n'y aura pas d'accord. Parce qu'un seul pays dit non, il n'y a pas d'accord. Et c'est en cela, et c'est très important de comprendre cela du point de vue historique, que pour une des premières fois dans l'Union européenne, la règle de l'unanimité a été un vecteur, un outil pour l'unité et pour l'ambition européenne, au lieu d'être, comme c'est souvent le cas, un outil pour le plus petit dénominateur commun, et parfois pour ne rien faire. Là, ça a été l'outil de l'unité. Et je vais expliquer un peu plus. Chaque fois qu'un pays avait un souci particulier, il était obligatoire que ce souci particulier, s'il était légitime, devienne le souci et la préoccupation des 26 autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait semaine après semaine. Une fois que j'ai été désigné, j'ai décidé d'aller visiter chaque capitale. Une fois, 2 fois. Toutes les semaines, j'ai visité une capitale et parfois 2 pendant 4 ans. Sauf pendant la crise du Covid. Et là, je rencontrais le Premier ministre ou le président du pays, les ministres importants, le Parlement national, les syndicats et le patronat du pays. Et j'ai fait ça en permanence pendant 4 ans, pour consolider l'unité et pour faire du Brexit une négociation publique et aussi faire du co-building avec les États membres. Et donc, semaine après semaine, j'ai enregistré les préoccupations de chaque pays. Et puis ensuite, dans le groupe de Brexit Delegates,
ou dans les réunions du Conseil, ou aux réunions du Conseil européen auxquelles j'ai été invité, les réunions des chefs d'État et de gouvernement, auxquelles je serai d'ailleurs très heureux de participer à nouveau à partir du mois d'avril, si les Français me font confiance. Je serai prêt en tout cas, hein. Je serai prêt et préparé. J'ai enregistré les préoccupations de chacun des pays. Ici, à Madrid, la question grave et importante de Gibraltar. Un peu plus haut, à l'ouest, pour tout le monde, la question fondamentale de la paix en Irlande. Parce qu'en Irlande, il ne s'agit pas de marchandises, de commerce ou de technique, il s'agit de la paix. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Il y a 8 pays, dont l'Espagne, qui sont des pays pêcheurs. Ils ne pêchent pas devant l'Éternel, ils pêchent dans la mer. Et ils pêchent ensemble, beaucoup plus nous, pêcheurs européens, dans les eaux britanniques, que les Britanniques ne pêchent dans nos eaux. C'était d'ailleurs le seul domaine réellement où nous étions demandeurs vis-à-vis des Britanniques. Et ils ont bien compris cela, puisqu'ils nous ont amenés jusqu'au dernier jour, la dernière heure, le 24 décembre, pour trouver un accord. Mais les 8 pays pêcheurs, dont l'Espagne, ont été soutenus par les 19 autres. Chypre, il y a 2 bases militaires britanniques au milieu de Chypre, et qui sont toujours là, donc sur le territoire de l'Union européenne, avec des problèmes de circulation, d'entrée et de sortie. Tous les pays, les 26, ont été solidaires. Et je pourrais comme ça multiplier des exemples. Helsinki, l'aéroport d'Helsinki est un très grand aéroport qui est un hub international. Donc le souci que les avions britanniques puissent atterrir, faire du cabotage, c'était très important. Et la Roumanie et la Bulgarie, qui ont entendu dire très vite qu'il y aurait une discrimination des Britanniques sur les visas selon les pays, et qu'eux, pour des raisons décidées par les Britanniques, ils n'auraient pas les mêmes conditions que les autres. Et donc les 25 autres ont décidé de dire aux Britanniques par ma voix, il n'y aura pas de discrimination, sinon il n'y aura pas d'accord. Nous n'accepterons pas de discrimination entre les 27 États membres. Voilà comment le problème de chaque pays est devenu, au fil de la négociation, et dans mon mandat, le problème de tous. Chacun pour tous. Voilà. Chacun pour tous. Et les Britanniques, ils ont eu du mal à comprendre ça. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris, même maintenant. Voilà. Et donc, nous sommes engagés dans cette négociation avec ce mandat, cette méthode, cette unité construite et cultivée tous les jours. Voilà. Nous avons négocié 2 traités et nous avons imposé, avec le soutien du Conseil et du Parlement, ce que j'ai appelé le sequencing. D'abord, le premier traité, le divorce, et les sujets du divorce, les sujets d'incertitude créés par le divorce, comme tout divorce, et puis ensuite la future relation. Dans ce premier traité, chers amis, nous avons essayé de remettre de la certitude là où le Brexit crée beaucoup d'incertitudes, et d'abord pour les citoyens. Il y a, on pensait 3,5 millions, en fait c'est plutôt 5 millions de citoyens européens, dont plusieurs centaines de milliers d'Espagnols, qui vivent et travaillent au Royaume-Uni. Et il y a 1,5 million ou 2 millions de Britanniques qui vivent chez nous, notamment chez vous en Espagne, où ils sont résidents. Nous avons sécurisé avec les Britanniques les droits de toutes ces personnes, aujourd'hui près de 6 millions, pour eux-mêmes, pour la durée de leur vie et pour leur famille. Tous les droits qui ont été acquis dans le passé et jusqu'au 31 décembre 2020. Nous avons sécurisé le budget. Les Britanniques quittent l'Union européenne, décident en 2016. On ne savait pas bien quand il serait effectif leur départ. Mais on avait engagé en 2014 un budget européen pluriannuel de 7 ans, jusqu'à fin 2020. Il n'était pas question
que tout ce qui avait été décidé au début de la période en 2014 à 28 soit payé à 27. Donc, nous avons obtenu que tout ce qui a été décidé à 28 serait payé, et finalement a été payé à 28, avec les Britanniques. C'est beaucoup de dizaines de milliards d'euros. Et puis enfin l'Irlande, où je suis allé très souvent. J'ai là aussi une proximité avec l'Irlande personnelle. Et j'étais très touché par cette situation. C'est peut-être le seul moment ou le seul endroit où j'ai mis de l'émotion et de la passion dans une négociation où j'avais décidé de ne pratiquer aucune sorte d'émotion et de passion et d'être sur les faits, les bases légales, les réalités, les intérêts de l'Union pour éviter les attaques ou les campagnes de la presse britannique. Malgré ça, j'ai eu droit à des campagnes, hein, beaucoup. Ben ça fait du bien quand ça s'arrête. En Irlande, chers amis, la situation est simple, je la décris rapidement, parce qu'elle est importante à comprendre, y compris pour ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent. Sur cette île, il y a deux pays, la République d'Irlande et puis le Royaume-Uni avec l'Irlande du Nord. Très bien, tant que ces deux pays sont dans la même union, le même marché unique, la même union douanière. Ces deux pays ont une histoire lourde entre eux, parfois tragique. Il y a eu ce conflit d'Irlande du Nord qui a provoqué 4000 morts. 4000 morts, et qui s'est interrompu seulement il y a 20 ans, avec un accord qu'on appelle le Good Friday Belfast Agreement, au terme duquel, pour préserver la paix, on coopère entre les deux parties, on travaille à ce qu'on appelle en anglais le All Island Economy, et surtout, au terme duquel il n'y a plus de frontières au milieu de l'île, entre les deux pays. Et on ne peut pas reconstruire une frontière, sinon on prend le risque de nouveaux conflits. Et donc vous êtes ici, Président, en Irlande du Nord, Royaume-Uni, vous êtes au fond de la salle, en République d'Irlande, et il n'y a aucune différence, ni pour les hommes, ni pour les animaux, ni pour les produits. Tout ça, c'est très bien tant que les deux parties sont dans le même ensemble économique, le même écosystème. Mais le jour où, ici, cette partie-là quitte le système, quitte le cadre du marché unique, il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'à toutes les frontières extérieures de l'Union européenne et du marché unique, qui est là maintenant, nous devons contrôler tout ce qui rentre chez nous, en Europe. Contrôler les animaux, les végétaux, du point de vue de la sécurité animale ou végétale, la sécurité alimentaire, nous contrôlons les produits, parce que certains de ces produits qui arriveront par le Royaume-Uni depuis la Chine seront l'objet de taxation, la TVA ou les droits de douane, et puis parce que des produits peuvent rentrer en contradiction avec les normes européennes, et la contrefaçon qui vient de Hong Kong ou d'ailleurs, et nous devons protéger nos entreprises contre des produits contrefaits. Donc on contrôle. Ici en Espagne, en Finlande, en Grèce, on contrôle parfois de manière aléatoire, mais il y a des contrôles. Et donc on doit faire ces contrôles quelque part. Et je rappelle juste un fait. Une vache qui arrive d'Angleterre par bateau à Belfast, dans le même pays, s'il n'y a pas de frontière, là, cette vache, elle rentre en Espagne, parce qu'elle rentre dans le marché unique. Elle rentre en France. Et je dis ça parce qu'on se souvient d'où est venue la crise de la vache folle. Hein. Donc on doit contrôler la vache. Et comme on ne peut pas reconstruire de frontières, et comme on ne peut pas exclure la République d'Irlande de notre marché, puisque ce n'est pas Dublin qui est responsable du Brexit, ce sont les Anglais. Donc on doit préserver l'intégrité du marché unique, y inclut la République d'Irlande. Le seul moyen était de faire ces contrôles à l'entrée du produit ou de la vache dans l'île. Il y a une partie des vaches qui arrivent à Dublin, là ils sont
dans l'Union européenne avec nos agents qui contrôlent avec les règles européennes, et pour l'autre partie, ce qui arrive directement à Belfast, au port ou à l'aéroport de Belfast, ce sont les douaniers britanniques qui doivent assumer ces contrôles en appliquant les règles européennes. Nous avons accepté que ce soit les douaniers britanniques, pour la première fois dans notre histoire, qui reçoivent cette délégation pour un pays tiers de l'Union européenne, et eux ont accepté, les Britanniques, M. Johnson, d'effectuer ces contrôles pour faire appliquer les règles européennes à l'entrée de l'île. Je n'ai jamais parlé de frontières. Je parle de checks and control. Et il faut tenter de dédramatiser. Et c'est ça que les Britanniques essayent de remettre en cause maintenant, hein, avec des conséquences potentiellement très graves. Voilà, je dis ça simplement. Je souhaite qu'on dédramatise, qu'on soit responsable, qu'on applique ces contrôles calmement, techniquement. Nous sommes prêts encore à améliorer, à mettre de la technologie, mais dans le cadre du protocole qui a été négocié. Il n'y aura pas de renégociation. C'est en tout cas ce qui a été dit par la Commission européenne. Voilà. Ça, c'est le premier traité. Et une fois qu'on l'a conclu, qu'il a été ratifié enfin par la Chambre des communes, je vous rappelle que Mme May, qui entre-temps était partie, a échoué 3 fois. 3 fois, sa propre majorité, conduite par M. Johnson, lui a fait défaut. 3 fois, elle a échoué à faire accepter l'accord qu'elle avait signé avec nous. C'est pour ça que M. Johnson est arrivé, qu'il a fait des élections, qu'il les a gagnées et qu'il a pu avoir une majorité, qui a ratifié l'accord que je viens de décrire. Et puis on a commencé la deuxième négociation avec la nouvelle équipe de Johnson et le négociateur britannique, M. David Frost. Entre-temps, j'avais reçu dans mon bureau un personnage particulier qui est Nigel Farage, bien connu, qui est un leader d'extrême droite, nationaliste, anti-européen, qui m'avait demandé un rendez-vous. Alors j'ai trouvé ça très stimulant de voir M. Farage. Enfin, j'ai eu plein d'entretiens très stimulants pendant ces 4 ans, mais celui-ci très particulièrement. Et alors, M. Farage, je lui dis... je peux emprunter le livre une seconde. Je lui dis dans l'entretien, dans le livre français, il y a des images. Elles n'ont pas été mises dans la version espagnole. Donc, voilà. Et il y a cette image du fameux bus, vous vous souvenez de ce bus britannique, avec M. Johnson et M. Farage, qui font campagne avec un bus rouge dans tout le Royaume-Uni, disant on va rapatrier chaque semaine 350 millions de livres que nous donnons à Bruxelles, on va les remettre dans le budget britannique pour le service de santé. Voilà la campagne. Plus l'autre campagne de M. Farage ici, qui se met en photo devant une foule de réfugiés syriens, prise au Proche-Orient, la photo, et qui dit il faut stopper la liberté de circulation, et délibérément, ce qui est absolument amoral, il fait une confusion délibérée entre l'émigration en Europe de pays tiers, de Proche-Orient ou d'Afrique, avec la liberté de circulation des Polonais ou des Espagnols qui viennent travailler au Royaume-Uni. Bon. Ça, c'est la campagne de M. Farage, ça, c'est fait de M. Johnson. Et alors, j'ai dit à Farage, juste pour moi, cette campagne-là, ce bus, vous saviez bien que ce n'était pas vrai. Vous ne pouviez pas dire ça, c'est pas vrai, ces chiffres sont faux. Et il me répond, ah oui, ça, je suis d'accord avec vous, M. Barnier. J'avais dit à Boris qu'il ne fallait pas le faire. Mais ils l'ont fait, et ils ont gagné. Et alors, à la fin de l'entretien, je vous le rends. À la fin de l'entretien, je lui dis, maintenant que vous avez gagné le Brexit, on est en train de le délivrer, est-ce que je peux vous demander, M. Farage, comment vous voyez la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit? Et il me répond, Mr. Barnier, it's very clear, after the Brexit, the EU will no longer exist.
Voilà. Et donc, M. Farage et ses amis avaient comme projet de détruire le projet européen, de nous faire exploser de l'intérieur, avec l'aide de quelques autres leaders, comme Mme Le Pen ou d'autres, et avec le soutien de M. Bannon et d'autres à l'extérieur, à l'Est et à l'Ouest. Je vous dis ça parce que c'est une leçon et un propos qu'il faut avoir dans la tête pour demain, parce qu'ils ont toujours les mêmes idées, ils ont toujours les mêmes soutiens, les mêmes réseaux et les mêmes ambitions, soutenus par un certain nombre de financiers d'ailleurs, qui n'aiment pas les règles européennes, de faire exploser le projet européen. On a donc négocié ce traité jusqu'au 24 décembre pour aboutir à un accord intelligent sur la future relation, et pendant toute cette négociation, ils ont essayé de rentrer par les fenêtres, il n'y en a pas beaucoup dans cette pièce, après avoir fermé la porte eux-mêmes. En français, on dit d'avoir le beurre et l'argent du beurre. En anglais, on dit d'obtenir the best of two worlds. En allemand, on dit il voulait danser dans 2 mariages à la fois. Et je ne sais pas quelle est l'expression en espagnol. Voilà. Bon, enfin, je vous dirai ça tout à l'heure parce que je le noterai. Et no way. Et là, ça a été avec le soutien très fort des 27, parce que les 27 étaient tous concernés par le marché intérieur. Tous concernés par le risque de concurrence déloyale. Donc les 27 ont été totalement solidaires dans leur mandat pour me dire pas de cherry picking. On va donner un accord correct aux Britanniques, mais il n'y aura pas le beurre et l'argent du beurre. Et donc nous avons tenu, et au bout de cette route, nous avons fait cet accord sur l'énergie, l'interconnectivité électrique, sur les transports avec la connectivité aérienne, le cabotage des camions. Nous avons fait un accord sur la sécurité intérieure, Europol, Eurojust, le mandat d'arrêt européen. Nous avons fait un accord sur le commerce, évidemment. En 9 mois. Pour l'accord avec le Japon ou l'accord avec le Canada, il a fallu 5 ans. En 9 mois, nous avons fait un accord pour supprimer, ou pour ne pas rétablir des tarifs douaniers sur tous les échanges, ce qui aurait, par exemple, pour votre pays qui exporte beaucoup de produits frais, de légumes, de fruits au Royaume-Uni, ce qui aurait imposé des taxes douanières sur tous ces échanges. Et ça aurait été très grave. Donc pas de quotas, pas de tarifs douaniers. Mais des contrôles. Et c'est une des raisons de ce qui se passe à Londres en ce moment, où j'étais hier et avant-hier, où il n'y a plus d'essence. Il y a des produits qui manquent, pas des rangées entières de produits qui manquent, parce qu'ils ne trouvent plus, parce qu'il y a des contrôles qui ralentissent les échanges et les entrées de produits, et parce qu'ils ne trouvent plus de chauffeurs pour conduire les camions. Voilà. Parce qu'ils ont eux-mêmes, avec le Brexit, supprimé la liberté de circulation. Donc les gens ne viennent plus. Et les chauffeurs polonais, roumains ou bulgares, peut-être des chauffeurs espagnols, qui sont repartis, ils ne reviennent pas. Ils ne vont pas revenir pour 3 mois. Donc ils ont un vrai problème de main-d'œuvre, qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Plus les autres raisons de cette pénurie actuelle, liée au Covid, liée au prix de l'électricité ou liée aux pénuries de matières premières. On a trouvé cet accord, on a mis dans l'accord commercial aussi des règles du jeu, de level playing field, pour avoir des mesures compensatoires si les Britanniques voulaient créer une concurrence déloyale. On sait bien, mesdames et messieurs, qu'ils se sont séparés de nous pour retrouver leur autonomie réglementaire, pour faire de la divergence. C'est une des raisons du Brexit. Get back control, très bien, pour être capable de faire des lois différentes des nôtres dans le domaine social, économique ou financier. Tout le problème pour nous, faisant un accord de commerce avec eux, contrairement à tous les accords qu'on a faits depuis 40 ans avec d'autres pays, dans un contexte de convergence réglementaire, avec le Canada ou le Japon, on a convergé. Là, nous étions exactement dans le sens contraire, parce qu'ils voulaient diverger. Et qu'est-ce que devient la divergence?
Est-ce qu'elle reste raisonnable ou est-ce qu'elle devient un outil de dumping fiscal, social, économique, environnemental? Donc on a mis des outils pour essayer de préserver ça, mais je pense qu'il faut rester vigilant. Et puis la pêche, où nous avons trouvé un accord équilibré, mais qui a été très dur, parce qu'ils pensaient qu'on allait lâcher sur la pêche, et je n'ai pas lâché sur la pêche, puisque mon mandat c'était, s'il n'y a pas d'accord de pêche, il n'y a pas d'accord de commerce. Ils ne nous ont pas cru jusqu'au dernier jour, le 24 décembre, on leur a dit on ne fait pas d'accord. Et donc ils ont accepté un compromis sur la pêche au terme duquel nous gardons 75% de nos capacités de pêche dans les eaux britanniques, pendant en tout cas les 5 ans qui viennent. Voilà. Chers amis, je vais conclure en ayant expliqué ce qu'est le contenu de ces deux accords pour dire qu'il faut rester vigilant sur 2 points. L'application de ces accords et le respect par les Britanniques de leurs paroles, de leur signature, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni sur l'Irlande, ni sur la pêche. Et nous demandons simplement à M. Johnson de respecter sa signature au nom de la réputation de son pays, qui est un grand pays, au nom de la paix en Irlande, et, si je puis ajouter, au nom de la confiance dont on a besoin entre lui, son pays et nous, à moyen et long terme, pour bâtir une coopération intelligente. Parce que, franchement, et moi j'ai toujours eu dans ma tête de négociateur trois exigences ou 3 points permanents, jour et nuit. L'unité et la défense des intérêts de l'Europe, pas de cherry picking, la paix en Irlande et la future relation. L'esprit de dialogue et d'amitié, si je puis dire, dont on a besoin avec les Britanniques, malgré tout, pour bâtir la future relation et affronter ensemble des défis graves. Il y a un homme politique français pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui était un homme de gauche, Pierre Mendès France, qui a écrit un jour dans un discours cette phrase qui pour moi a toujours été et restera très importante, même si elle est difficile à appliquer. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ce n'est pas à moi de dire si les Britanniques ont sacrifié leur avenir au présent du Parti conservateur avec le référendum. Mais ce que je veux dire maintenant que j'ai terminé cette négociation, ce que je peux dire, c'est que notre responsabilité à eux et à nous, c'est de ne pas sacrifier l'avenir au présent des problèmes qu'on peut avoir sur la pêche ou sur l'Irlande. Parce que ce qui est devant nous est très grave. Nous allons affronter beaucoup de défis et de challenges. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et nous aurons plus de chances de les affronter si nous coopérons avec les Britanniques et eux avec nous. Je parle du changement climatique. Je parle de la pauvreté en Afrique et des flux de migration massive qu'elle va entraîner avec 1 milliard de citoyens en plus sur ce grand continent. Je parle de la stabilité financière dans le monde. J'ai été négociateur, j'ai été commissaire européen au marché intérieur aux services financiers en 2010, au tout début de cette crise, où il a fallu faire tant d'efforts pour rétablir la stabilité budgétaire et financière et la régulation. Je recommande de faire attention à ce qui peut se passer sur les marchés financiers dans le monde et contre nous dans les années qui viennent. Et puis le terrorisme. Voilà un certain nombre de sujets qui justifient la coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est aussi pourquoi je regrette qu'il n'ait pas voulu aller au bout de la négociation sur certains sujets. Par exemple, ils n'ont pas voulu coopérer avec nous sur Erasmus, parce qu'ils veulent créer un programme Erasmus concurrent du nôtre. Good luck. Et surtout, ils n'ont pas voulu discuter de défense, de politique étrangère, de coopération, de sécurité extérieure. Et je pense qu'il faudra ouvrir une nouvelle négociation avec eux quand ils le voudront pour avoir un cadre de coopération. Parce que nous allons avoir dans ce sujet des défis communs qui justifieront
les coopérations, comme d'ailleurs ça a été le cas dans le passé. Les Britanniques ont dirigé avec beaucoup d'efficacité une opération européenne d'intervention extérieure qui s'appelait Atalante, dans la Corne de l'Afrique, pour lutter contre la piraterie. Et donc, il y aura sans doute des besoins de coopération et d'intervention auxquels ils voudront participer dans leur propre intérêt. Voilà. Ça, c'est l'idée qu'il ne faut pas sacrifier l'avenir au présent, même s'il faut être vigilant dans le présent. Et le dernier point, il nous concerne, nous, c'est ce que j'appelle les leçons du Brexit. Dans le premier chapitre de ce livre, j'ai écrit un titre qui s'appelle un warning, un avertissement. Mesdames et messieurs, le Brexit, ce n'est pas un petit événement. C'est pour ça que j'étais content de vous en parler aujourd'hui à l'invitation de votre fondation. C'est un événement très grave. Que pour la première fois, un pays, et un grand pays, ait choisi démocratiquement de quitter l'Union européenne. Pour la première fois, j'espère que ce sera la dernière fois, c'est très grave. Il y a des raisons britanniques à cela, proprement britanniques. La nostalgie, le nationalisme, M. Farage, il y a, je l'ai dit, des marchés financiers, des investisseurs qui ont voulu se séparer des règles européennes sur les bonus ou sur d'autres sujets. Mais il y a des raisons plus profondes dans les régions britanniques, les plus pauvres, les plus en difficulté. Beaucoup de citoyens qui ont une angoisse et une colère sociale. Ils ont pensé que l'Europe ne les protégeait pas. Et on leur a dit que l'Europe ne les protégeait pas. Il n'y a plus de services publics. Il n'y a plus d'usines. Parce que le Royaume-Uni est un des pays comme le mien qui a fait le choix, il y a 20 ans, d'abandonner une partie de son industrie au profit des services. Vous avez gardé une industrie espagnole. L'Allemagne a gardé son industrie. L'Italie aussi. La France a abandonné une partie de son industrie, comme l'Angleterre, et donc dans des régions britanniques où il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien qui bouge. Et cette colère sociale, pourquoi je suis véhément en parlant, c'est qu'elle existe dans beaucoup de régions françaises, en tout cas, ou d'autres régions européennes. Et c'est cette colère qui représente un sentiment populaire qu'il ne faut pas confondre avec le populisme. Le populisme, il utilise le sentiment populaire. Donc nous devons répondre au sentiment populaire, comprendre cette colère, l'écouter et lui répondre. Toutes les réponses ne sont pas à Bruxelles. Une partie des réponses sont à Bruxelles et je pense qu'on commence à tirer les leçons depuis 3 ou 4 ans par des investissements dans des secteurs stratégiques. Enfin, le mot de stratégie industrielle n'est plus un gros mot à Bruxelles, en étant moins naïf dans nos échanges commerciaux, en essayant de voir qui investit à l'étranger chez nous, qui achète quoi chez nous, en essayant de contrôler mieux les frontières extérieures avec ces 10 000 postes de garde-frontières. Enfin, il y a un mouvement. Et des premières réponses commencent à être apportées. Mais ça, il faudra aller plus loin. Il y a des réponses qui sont dans chaque capitale nationale, à Madrid, comme à Paris ou à Rome. Puis il y a des réponses plus régionales sur les transports publics ou sur les services sociaux ou de santé. Mais il faut répondre. Voilà. Parce que si on ne répond pas, permettez-moi de vous le dire avec beaucoup de gravité, le Brexit, c'était un événement improbable, unlikely. Même M. Farage ou M. Johnson pensaient que ça n'allait pas passer. Et ça s'est produit. Et donc je pense que si nous ne tirons pas les leçons du Brexit, par des changements nécessaires, il peut y avoir d'autres situations improbables qui se produisent ailleurs. C'est trop tard pour les Britanniques, mais chez nous, c'est pas trop tard pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui, dans cet événement improbable qui s'est produit, concerne des leçons qu'on peut tirer chez nous, dans chacun de nos pays, individuellement et ensemble, par les politiques européennes, de telle sorte que le projet européen continue, parce que pour moi, qui suis patriote, gaulliste, depuis que j'ai 15 ans, et en même temps européen, je ne crois pas qu'il existe, ni dans l'histoire ni dans le monde, un projet politique aussi beau et aussi grand que celui-ci, si la politique signifie bien qu'on se met ensemble pour créer du progrès.
plutôt que des conflits. De ce point de vue-là, le projet européen auquel votre fondation apporte tant d'attention pour animer le débat ici en Espagne, mieux que nous ne savons le faire en France en tout cas, ce projet est un formidable projet politique, compliqué, s'il veut respecter les identités nationales et les différences entre les pays, mais mutualiser ce qui doit l'être pour compter. Parce qu'au fond, au bout de la route, il faut bien voir le monde tel qu'il est devant nous, ou autour de nous. Ce monde est dangereux, instable, fragile. Personne ne nous attend, même si quelquefois on nous espère. Et dans ce monde-là, malgré nos alliances, et certains événements récents peuvent nous faire douter d'ailleurs, malgré nos alliances, auxquelles moi je tiens, notamment l'Alliance Atlantique, je veux dire ma conviction que ce que nous ne ferons pas nous-mêmes, Européens, pour l'Europe, personne ne viendra le faire à notre place. Voilà. Et c'est une des leçons que je tire aussi du Brexit. Merci de votre attention. Muchas gracias, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. C'était une traversée qui nous a en quelque sorte rendu cette lucidité et avec toute cette froideur avec laquelle vous avez parlé, toutefois, vous avez réussi à nous émouvoir. Je sais que vous avez pris l'engagement d'aider dans cette traversée européenne. Et comme vous l'avez dit avant, je sais que vous allez faire de tout votre possible pour que vous succède un seul négociateur avec Ursula von der Leyen qui a réussi au nom de toutes les institutions de créer la confiance et qui a fait de l'unanimité, qui était le grand obstacle en fait. L'unanimité nous paralyse, nous bloque. Eh bien, l'unanimité, justement, il a fait de ça un élément essentiel pour avancer, pour faire en sorte que le problème de chacun d'entre nous devienne le problème de tous. Ainsi donc, merci énormément. Et j'espère que nous allons continuer dans cette voie et que nous essaierons de compter sur vous, ou que votre chemin, votre capacité, vos mérites, vos situations vous mènent. Eh bien, nous essaierons de compter à nouveau sur Monsieur Michel Barnier. Bien, nous allons sortir à l'extérieur. Nous allons profiter du climat qui est encore bénin pour essayer de... voir avec lui. Merci beaucoup à vous d'être venu.